utilitariste du bonheur, pardon, ce sera le 4e point de notre cours. Alors, dans l'histoire de la philosophie, vous avez, merci Alexandre, merci beaucoup, vous avez une autre conception qui apparaît. Le bonheur peut être envisagé comme une sorte d'arithmétique des plaisirs. C'est-à-dire, on rejoint l'idée de calcul dont on avait parlé, mais cette fois-ci, donc c'est dans le monde anglo-saxon, avec Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Bentham, c'est un philosophe anglais. Alors, il est né très exactement en 1748, il meurt en 1842, il a vécu assez longtemps. Et il va situer sa réflexion dans un contexte politique, dans une sphère politique. D'accord. Donc, ça, c'est le point important à retenir. Et il cherche à procurer, il cherche l'action qui va procurer le maximum de plaisir au maximum de gens. Apparemment, on n'entend pas. Attendez. Alors, on va faire une petite pause un instant pour des problèmes, des réglages techniques. Alors, un instant. Voilà. Donc, dites-moi bien si vous m'entendez ou pas. Hein. Ça m'aide puisque j'ai pas vraiment de retour là. Donc, j'étais en train de vous expliquer. Ça marche, c'est parfait. J'étais en train de vous expliquer qu'on allait retrouver chez Jeremy Bentham et John Stuart Mill cette idée d'arithmétique des plaisirs. Ils ont écrit un petit ouvrage qui explique en fait les idées des deux philosophes. Et le principe du plus grand bonheur, la fin suprême dans son existence, est une existence aussi exempte que possible de souffrance, aussi riche que possible en jouissance, réunissant la qualité et la quantité. On va retrouver, comme vous le voyez, les principes de rationalité, de rentabilité. Attendez, j'ai besoin de fermer la porte, on fait beaucoup de bruit à côté de moi. Je suis désolée, ce matin, c'est un peu compliqué. S'il vous plaît, vous pouvez vous taire, il y a un groupe qui s'enregistre à côté, merci beaucoup. Je n'entends pas. Alors, voilà, je suis vraiment désolée. Donc, on retrouve des principes de rationalité, de rentabilité et d'efficacité chers aux sociétés modernes. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que selon Bentham, l'individu, il est mu par ses propres intérêts qu'il va justement chercher à maximiser. C'est un présupposé qui peut d'ailleurs être assez contestable, le présupposé de la rationalité de l'acteur économique, d'accord, le fameux homo economicus, si vous voulez, d'accord. Et chaque homme va savoir qu'en tant que membre d'une société, ses intérêts personnels sont enveloppés dans l'intérêt général. On peut aussi dire ils sont conditionnés par celui-ci. Alors, je vous cite John Stuart Mill qui s'exprime de la manière suivante dans l'utilitarisme. Il faudrait que les lois et les conventions sociales fissent que le bonheur, ou pour parler pratiquement, que l'intérêt de chaque individu fût autant que possible en harmonie avec l'intérêt général. Donc, cette phrase est importante puisqu'elle nous montre le principe même de l'utilitarisme, cette manière, cette acceptation de la règle, de l'arithmétique de l'intérêt général, qui consiste à maximiser les plaisirs pour l'ensemble des citoyens. Et il faut accepter avec ce principe que cela se fasse au détriment de son intérêt personnel. Vous voyez, c'est véritablement un calcul. Alors, je vous cite à nouveau John Stuart Mill, toujours dans ce petit ouvrage intitulé « L'utilitarisme ». La morale utilitaire reconnaît dans les créatures humaines le pouvoir de sacrifier leur plus grand bien pour le bien des autres. Donc vous voyez, on parlait hier de cette idée de la morale, vous le retrouvez ici, on a discuté notamment avec Marie-Amélie et Raphaël de la question du sacrifice. On le retrouve ici, un sacrifice qui n'augmente pas ou ne tend pas à augmenter la somme totale du bonheur est considéré comme inutile. Et ce que vous pouvez retenir, c'est que la conception utilitariste du bonheur reste, si vous voulez, liée en fait à une rationalité, tout simplement parce que le rôle de la raison, ce sera d'empêcher une espèce d'erreur de calcul dans la somme du bonheur. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on a évidemment beaucoup critiqué l'utilitarisme. John Rawls, par exemple, ce célèbre auteur anglo-saxon qui écrit en 1971 La théorie de la justice, va proposer une notion qui est censée contrer l'utilitarisme. Ce qu'on a reproché à l'utilitarisme, c'est que, imaginons une option qui satisfasse le plus grand nombre d'individus,
elle peut rendre des situations inadmissibles pour certains. Vous voyez, il y a cette idée, la quantité, mais pas la qualité. Donc, peut-être que certaines options conduisent à des solutions totalement immorales. Alors, voilà, donc c'était la 4e partie. Je vous ai dit, ce sont des parties assez courtes, donc je vous demande de retenir ces points. Et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir à ce que vous m'écrivez. Des exemples de ces situations, par exemple, prenez l'exemple de l'esclavage. Imaginez qu'on se dise, voilà, ça va maximiser le bonheur d'1 million de personnes, on va réduire 3 personnes en esclavage. Bon, vous voyez bien que c'est pas quelque chose qui nous semble... disons que ce seul critère de la maximisation du bonheur pour le plus grand nombre semble tout à fait décalé. Peut-être que l'esclavage maximisait le bonheur pour le plus grand nombre d'individus et rendait une situation terrible pour un faible nombre d'individus. Donc peut-être que c'est pas un critère suffisant, ça peut être un critère intéressant, mais il n'est pas un rempart, ce qu'il faut que vous compreniez, Aurélie. J'espère que cet exemple répond à votre question, c'est que cette idée de maximisation du bonheur pour le plus grand nombre n'est pas un rempart pour des situations qu'on peut considérer comme absolument immorales. Voilà. C'est peut-être une condition nécessaire, mais pas suffisante. D'accord ? Alors, on peut continuer avec, on l'avait déjà abordé un petit peu hier, toujours dans cette idée bonheur comme but suprême ou moralité comme but suprême. L'exemple, enfin la référence à Kant va être particulièrement intéressante. Donc ça devient le 5e point de ce cours sur le bonheur. L'idée kantienne que le bonheur n'est qu'un idéal de l'imagination et non un idéal de la raison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, à partir du moment où vous pensez que le bonheur est un idéal de l'imagination, vous considérez qu'il ne peut constituer une fin objective pour l'action humaine. Alors, une phrase est restée très célèbre, elle est extraite des Fondements de la métaphysique des mœurs, ouvrage très célèbre lui aussi, la 2e section plus précisément, et Kant explique que le concept de bonheur est tout à fait indéterminé. Ça veut dire en fait, personne, tout le monde le recherche, rappelez-vous ce qu'on avait dit avec Pascal, y compris celui qui va se pendre, mais dans le même temps, personne ne peut vraiment dire ce en quoi cela consiste. Kant écrit « Le concept de bonheur est un concept si indéterminé que, malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, quel que soit, si vous voulez, le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire, en termes précis et cohérents, ce qu'il désire et ce qu'il veut. » D'accord ? Donc, on souhaite profondément être heureux, mais on ne sait pas vraiment en quoi ce bonheur consiste. Alors, tout est lié au fait que l'être humain est un être fini, incapable de déterminer avec une entière certitude, à partir d'un principe précis, ce qui le rendrait vraiment heureux. Il lui faudrait finalement être omniscient. D'accord ? Par exemple, Kant donnera beaucoup d'exemples, mais il dira celui qui fait du bonheur, enfin, qui voit le bonheur dans une longue vie, il peut ignorer que cette vie soit... il peut laisser de côté le fait que cette vie soit pleine de souffrances et donc finalement ne pas arriver à être heureux avec ce principe. Celui qui dit que le bonheur réside dans la santé peut oublier que finalement le fait d'être alité peut lui empêcher un accident plus grave, un accident de voiture. Enfin, vous voyez, il y a toujours cette idée, finalement, pour vraiment être heureux, il nous faudrait l'omniscience. Il nous faudrait maîtriser toujours les conséquences et ça n'est effectivement pas le cas. D'accord ? Donc, concept, idéal de l'imagination et de la raison, autant de représentations du bonheur que d'individus, alors que pourtant, effectivement, vous le savez, la loi morale, elle est censée être invariable d'une conscience à l'autre. Je vais faire un petit rappel sur ce que signifie l'impératif catégorique. Vous allez retrouver chez Kant l'idée que la morale est quelque chose qui se résout mathématiquement. C'est totalement opposé à ce que dira par exemple Sartre 2 siècles plus tard, qui nous explique que les valeurs sont vagues et que aucun ciel étoilé du devoir n'existe et qu'aucun livre ne peut répondre à nos questions. Chez Kant, au contraire, vous avez une formule universelle, la morale se résout universellement, et cette formule, c'est « agis uniquement
d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Il y a une autre formulation, c'est agis de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne, aussi bien qu'en la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Donc n'utilise jamais personne, ne manipule jamais qui que ce soit. Et donc, si vous voulez, ce qui va gêner Kant avec la question du bonheur, c'est que contrairement à la morale qui est universelle, qui est solide, qui est stable et qui est facile à identifier, le bonheur dépend enfin, comme je vous le disais, autant de représentations que d'individus. C'est la raison pour laquelle il faut penser à un idéal non de la raison, d'accord, mais de l'imagination. Voilà. Alors, Kant va être très clair et peut-être un peu décevant, tout comme Schopenhauer d'ailleurs, on y reviendra, mais si vous voulez, pour lui, la recherche du bonheur dans ce monde, elle lui semble vouée à l'échec. Elle est par essence tragique, elle est marquée par une impossibilité. On s'épuise finalement à le et à partir de là, on est aussi très contradictoire. On comprend le bonheur comme la satisfaction de toutes nos inclinations, de tous nos désirs, alors qu'effectivement, c'est absolument impossible de satisfaire l'ensemble de ces inclinations. D'accord? Donc, il faudrait constamment faire des compromis, faire des renoncements. Et la réponse de Kant, alors on avait l'impératif catégorique, ici on a une réponse assez catégorique dans le cadre du bonheur, c'est-à-dire qu'il faut cesser, il faut renoncer de rechercher le bonheur ici-bas. La seule chose qu'il va expliquer, Kant, c'est que le problème d'être malheureux peut nous conduire à ne pas accomplir notre devoir. Donc il y a une recherche qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que tout est inversé. Parce qu'il s'agit d'être moral, il faut être heureux. C'est la même inversion qu'on va retrouver chez Voltaire. Hein. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Donc le but suprême devient la santé et le bonheur devient, dans la phrase de Voltaire, un moyen pour être en bonne santé. Chez Kant, c'est pareil. Le bonheur cesse d'être une fin. C'est pour ça que j'avais beaucoup insisté hier en vous disant, il faut imaginer qu'au XVIIIe siècle, c'est une véritable révolution puisque depuis Aristote, on considérait le bonheur comme le but suprême. Donc avec Kant, le bonheur cesse d'être une fin. Il devient le moyen indirect pour permettre d'accomplir son bonheur. Une personne qui finalement se verrait complètement engluée dans le chagrin serait moins encline à faire son devoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle Kant nous explique qu'il y a une manière il faut rechercher le bonheur, mais simplement pour être moral, en fait. D'accord ? Donc, la recherche... Alors, n'oubliez pas que, autre point, hein, la recherche exclusive du bonheur peut nous conduire à négliger nos devoirs. Pour ça, la recherche du bonheur ne doit qu'aller dans le sens du devoir. Et toute la question chez Kant, vous l'avez compris, c'est pas du tout d'être heureux, d'accord? C'est d'être digne d'être heureux. Voilà. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le bonheur apparaît un peu, soit comme une condition de possibilité de la morale, soit comme une conséquence secondaire qui n'était pas à rechercher, et qui apparaît, si on peut dire, comme une cerise sur le gâteau, si vous voulez. Mais passer son temps à être dans l'obsession du bonheur, d'ailleurs, ne semble même pas, non seulement semble immoral, égoïste un petit peu, mais ne semble même pas propice à la réalisation de ce bonheur personnel tant espéré. Peut-être qu'il faudrait, c'est notre problématique, ne l'oublions pas, faut-il vouloir son bonheur et le faire, ou le bonheur est-il une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché? C'est la phrase d'Alain et c'est la tension que vous allez retrouver dans l'œuvre d'Émile Chartier, Alain. C'était donc son pseudonyme. Voilà. Alors, retenez bien donc cette idée. La question, c'est d'être digne d'être heureux. Je vous donne un exemple, d'accord? Aurélie, je pense à vous pour les exemples. Vous avez tout à fait raison. C'est essentiel à chaque fois d'avoir des exemples. Kant, par exemple, dira « Mentir est avilissant, mentir est problématique et rend l'homme indigne d'être heureux. » Vous avez vraiment ici quelque chose de très clair pour lui. Il condamne absolument le mensonge. Alors, je vais faire une petite parenthèse ici. On le reverra dans le cours sur la morale. Mais Kant a eu
si vous voulez, il y a eu un débat assez célèbre dans l'histoire de la philosophie autour de cette question du mensonge. Et Kant n'en est pas ressorti vraiment grandi, on peut dire. Alors, le débat, il s'est joué avec un auteur beaucoup moins célèbre que lui, mais qui peut-être ici avait des arguments qu'il est beaucoup plus facile de suivre, en tout cas. Ce personnage s'appelait Benjamin Constant, d'accord? Et Kant, en gros, vous vous rappelez, formule mathématique du devoir, possibilité de résoudre mathématiquement la morale. Bon, Kant nous dit le mensonge est condamnable dans tous les cas. Exemple, si vous hébergez un ami, que cet ami est poursuivi par un dangereux criminel et que ce criminel frappe à votre porte, eh bien finalement, et qu'il vous demande effectivement où est votre ami, vous devez la vérité. Alors, ça fait frémir. On a tout de suite en tête des exemples historiques qui nous montrent qu'on ne situe pas du tout la moralité du côté où Kant la situe. Alors certes, il l'écrit au XVIIIe siècle, mais quand même. Donc, si vous voulez, on se dit, que se passe-t-il? Le kantisme est complètement inapplicable, ou bien les sommets de la moralité finissent par devenir les sommets de l'immoralité, les extrêmes se rencontrant. Disons que Benjamin Constant expliquait qu'il fallait se doter de principes intermédiaires, qu'on ne pouvait pas avoir un seul principe en matière de moralité, et qu'il fallait dire, par exemple, seul celui qui ne nuit pas à autrui a droit à la vérité. D'accord? Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, voilà, Marie-Amélie, avec grand plaisir, des questions, etc., ou des exemples qui vous viennent à l'esprit, des contradictions, des objections, voilà. Donc, vous voyez que chez Kant, on ne peut pas parler de bonheur sans parler de moralité, et effectivement, donc ça a donné lieu à de débats sur ce que signifie être moral. Alors, Marie-Amélie, vous nous dites, il faudrait donc avoir aussi différents principes en ce qui concerne le bonheur. Exactement. À partir du moment où on comprend qu'en matière de morale, différents principes sont possibles, ça rend tout à fait possible différents principes en matière de bonheur. Charles Péguy disait de Kant, le kantisme a les mains pures, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de main. Bon, c'est une espèce de boutade, mais c'est l'idée que c'est assez inapplicable, en fait. Il y a une belle intention derrière. D'ailleurs, toute sa morale repose sur l'intention, contrairement, par exemple, à l'utilitarisme, où l'action morale est jugée à l'aune des conséquences. Mais c'est une bonne idée, Marie-Amélie. À partir du moment où on isole finalement plusieurs principes en matière de morale, on a des facilités à isoler plusieurs principes en matière de bonheur. D'ailleurs, je vous propose qu'on y réfléchisse tout à l'heure. Qu'est-ce qui rend heureux? On avait proposé dans le cours d'introduction l'idée de la joie, l'idée d'arriver, cette propension à la joie, à la santé, avec, comme le disait Schopenhauer, avec la santé, tout devient source de plaisir, tout devient source de bonheur. Donc on y réfléchira tout à l'heure. Je vous propose cet atelier autour de quels sont les principes qui nous permettent d'être heureux. J'ai aussi une question qui m'a été posée hier et j'avais expliqué que j'y répondrai aujourd'hui. Donc on a ces deux choses à faire que je n'oublie pas. Alors, on reprend le propos de Kant. Donc, à défaut de pouvoir être heureux dans ce monde, c'est pas possible. L'homme doit penser à rendre possible, grâce à ses actions, grâce à ses bonnes volontés, c'est-à-dire en suivant les prescriptions de la morale, un bonheur, si vous voulez, dans l'au-delà, en fait. La morale n'est pas la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. Donc, vous voyez, avec cette expression digne du bonheur, on a l'idée d'un bonheur ultérieur, peut-être. En tout cas, c'est une hypothèse. Donc, le bonheur est un postulat de la raison pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à espérer. Il y a d'autres postulats chez Kant. Le postulat, par exemple, en un progrès de l'humanité, on va admettre ça, par exemple. Mais en aucun cas, ce n'est prouvé. Donc, si vous voulez, le bonheur est un postulat de la raison pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à espérer plutôt qu'à rechercher. Et il va devenir synonyme de salut. Donc, il est possible d'espérer un bonheur parfait dans un au-delà futur si, par exemple, vous postulez aussi l'existence de Dieu. Voilà. Voilà. Alors, chez Kant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il nous dit en fait, les personnes les plus heureuses sont celles qui sont enclines à faire le bien autour d'elles.
Donc, il n'y a pas d'adéquation bonheur-vertu comme c'était le cas dans l'Antiquité, mais il y a quand même cette idée, plus vous serez heureux, on le disait tout à l'heure, hein, il faut rechercher le bonheur de façon indirecte, c'est-à-dire dans le cadre de la morale. Plus vous serez heureux, plus vous serez encline à faire votre devoir. Donc, il va quand même montrer non pas une consubstantialité entre bonheur et vertu, mais, si vous voulez, une proximité. Voilà. Donc, être heureux devient une condition de la morale. Et respecter autrui, c'est ça le fondement de la morale, c'est sortir de l'égoïsme. C'est donc lié à son propre bonheur, d'accord? On éprouve effectivement un réel bonheur lorsqu'on parvient à être vertueux, lorsqu'on dépasse nos inclinations. C'est tout le sens d'un mythe qu'on a cité en introduction, hein, c'est le combat victorieux de Thésée contre lui. Et on est content quand, comme Thésée, on a bravé le Minotaure, mi-homme, mi-taureau, puisque effectivement, on a peut-être pour devoir de dépasser notre pulsion. Alors, ça devient une troisième question qu'on pourrait se poser tout à l'heure. Donc, je vous rappelle, il y avait l'atelier proposé à partir de la remarque de Marie-Amélie. Ensuite, la question qui m'a été posée hier, et puis cette idée-là qu'on vient de voir maintenant. Voilà. Alors, donc, par rapport, voilà, y a-t-il un devoir de dépasser la pulsion, et est-ce que c'est comme cela qu'on peut se diriger vers le bonheur? Voilà. Alors, la vertu chez Kant a un sens un peu différent que chez Aristote. Je vais pouvoir répondre à la fameuse question d'hier ici. Elle désigne la disposition à accomplir parfaitement son devoir. D'accord? Chez Kant, hein, je précise. Alors, je vais répondre à la question d'hier. La question d'hier, c'était: est-ce que les 4 vertus cardinales de l'Antiquité qui ont été citées hier, donc la tempérance, le courage, la justice, la prudence, est-ce que ces 4 vertus doivent être comprises dans le principe de la médiété? Rappelez-vous, la médiété, c'est l'autre nom du juste milieu qu'on retrouve chez Aristote. Alors, oui, effectivement, il peut y avoir toujours un excès, on peut pécher par excès ou par défaut dans tout, voilà ce qu'on peut répondre. Donc, effectivement, il peut y avoir, je vous avais donné cet exemple, l'excès de courage qui devient la prodigalité. Voilà. Alors, en même temps, c'est donc à rattacher. Et puis, bon, gardez aussi à l'esprit que ce concept de médiété est spécifique à Aristote, qui peut s'appliquer à gros traits, mais que dans le même temps, ça reste 2 principes distincts. Donc voilà la question d'hier. Alors, on va continuer le propos, toujours donc dans cette 5e partie, autour de la manière dont Kant conçoit le devoir. Et je vais juste finir par une petite note, un petit point important à retenir. Vous avez chez Kant 2 principes, enfin 2 types d'impératifs, si vous voulez. Vous avez d'abord les impératifs catégoriques, les commandements que votre raison doit imposer à votre volonté. Ça veut dire quoi, impératif catégorique? Ça veut dire des impératifs qui prescrivent inconditionnellement la conduite à tenir pour être moralement bonne. Et vous avez ensuite des impératifs hypothétiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous faites l'hypothèse d'une fin à poursuivre, d'accord? Par exemple, le respect de la perspective en peinture, l'habileté technique, etc. Et vous allez prescrire à partir de là des moyens pour parvenir à cette fin. Donc, les impératifs hypothétiques prescrivent les moyens d'atteindre une fin déterminée, comment réaliser la perspective en peinture. Donc, ça va devenir des impératifs techniques liés à l'habileté, et des impératifs qui permettent d'atteindre une fin qui ne peut pas être parfaitement déterminée. Et donc, comme le bonheur, donc ça va devenir des impératifs ici pragmatiques, de prudence, qui sont faits de conseils, en fait, qui sont tout à fait incertains. Donc, impératif catégorique, impératif hypothétique, et finalement, je vous avais dit 2 catégories, une 3e qui va apparaître, qui est vraiment très floue, et le bonheur en fait partie, qui se rattache aux impératifs pragmatiques de prudence. Donc, les conseils ici sont tout à fait incertains. Vous voyez la différence entre les impératifs hypothétiques et les impératifs pragmatiques, c'est que on a cette fin qu'est l'habileté, on peut donner des conseils assez certains pour aboutir à cette fin. C'est un moyen en vue d'une fin, l'impératif hypothétique.
alors que l'impératif catégorique est une fin en soi. Et l'impératif pragmatique se rattache à des conseils tout à fait incertains. Alors, on va conclure. Juste après, on va répondre donc aux questions qu'on a posées tout à l'heure. Je vous propose que pendant cette conclusion, vous me notiez vos remarques, vos suggestions et que je puisse les intégrer ici. Ensuite, on fera donc différentes activités. Je vais vous au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce cours? On retient que le bonheur est synonyme d'activité vertueuse. Et chez Aristote, la vertu a un sens un peu plus pragmatique que chez Kant. Elle est un peu plus engagée dans l'action. N'oubliez pas que chez Kant, on l'a précisé, même si être heureux facilite l'accès à la morale, la vertu peut quand même rentrer en conflit avec la recherche du bonheur. Dans le cas où bonheur et vertu seraient en... La réponse de Kant est très simple, on ne peut se soustraire à ses obligations morales. Voilà, alors, le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de main. Ce qu'on a reproché à Kant. Le mérite de Kant, c'est de nous montrer les difficultés qu'on a lorsqu'on tente de définir précisément le contenu du bonheur. D'accord? Vous vous rappelez les exemples qu'on avait donnés. Si tu vois, on peut en rajouter, ce sont d'ailleurs des exemples que Kant a donnés lui-même. Si tu fais du bonheur, si tu vois le bonheur dans une vie de grande richesse où tu fais fortune, tu oublies les jalousies auxquelles tu t'exposes. Voilà. Donc, à chaque fois, on avait donné l'exemple de la santé. Bon, il y a toujours cette idée, quel est le contenu exact du bonheur? Il faudrait l'omniscience pour y répondre vraiment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'être heureux? Quels sont les principes du bonheur? On va commencer avec cette petite activité et ça nous permettra de conclure aussi comme ça. Je vais vous laisser 5 minutes pour y répondre. On va donc faire une petite pause ici, enfin une pause qui n'en est pas une. Alors, rappelez-vous la remarque de Marie-Amélie. Il faudrait différents principes en ce qui concerne le bonheur. Quels sont d'après vous les éléments, non pas les ingrédients du bonheur, c'est une formule un peu péjorative, mais les éléments qui nous permettraient d'accéder au bonheur? Alors, à vos plumes, je vous écoute d'ici 2-3 minutes. Alors, après ces quelques minutes, nous reprenons. Le cours tapé par nos plumes, c'est magnifique. Donc, nous avons un cours qui vient d'être tapé apparemment. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui rend heureux? Qui veut prendre la parole? À l'oral ou à l'écrit? J'ai pas de réponse. Vous êtes timide ou discret. Qui veut prendre la parole? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Alex, par écrit. C'est déjà ça. Alors, le problème, c'est qu'on vous attend longtemps. Alors, voilà, on peut penser au discours sur le bonheur de Madame du Châtelet, qui nous dit que l'étude permet d'accéder au bonheur. Ça tombe très bien ce que vous dites, parce que, alors déjà, Madame du Châtelet, c'est celle qui a eu un impact immense sur Voltaire. Il disait qu'elle avait fait de lui, non pas un homme de lettres, mais un philosophe. Elle lui avait permis d'accéder à ce statut de philosophe. Ils ont eu une relation assez houleuse qui a duré des années et qui a été extrêmement enrichissante. L'étude permet d'accéder au bonheur. Vous allez retrouver cette idée chez Schopenhauer. Schopenhauer, il explique que... Alors, merci Alex pour cette remarque. Écrivez-moi beaucoup, là. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une interaction forte. Chez Schopenhauer, vous avez cette idée que seules les joies de l'intelligence sont des joies pérennes, sont des joies véritables. Il a écrit un ouvrage en 1818, la date est facile à retenir. Cet ouvrage s'appelle « Le monde comme volonté et comme représentation ». Et il explique dans cet ouvrage que si vous vous situez du côté de la volonté, c'est-à-dire du désir, pour lui, volonté veut dire désir en fait. C'est la traduction de l'allemand Wille, et puis représentation, Vorstellung. Et si vous vous situez du côté du désir, comme le font la plupart des gens, vous ne pouvez pas, vous pouvez accéder seulement à des joies très fugaces, à quelque chose que les hommes appellent bonheur, mais qui n'a rien finalement de ce qu'on peut entendre vraiment par bonheur. Et au contraire, ce sont des joies extrêmement exigeantes qui sont permises par celui qui se situe du côté de la représentation
Et celui qui, grâce à ses efforts, s'est libéré, on l'a suffisamment expliqué, s'est libéré de la pulsion. Ce que je vous propose pour étoffer cette réponse, c'est la lecture d'un texte, le travail sur un texte qu'on découvre ici, un texte justement extrait du Monde comme volonté et comme représentation. Schopenhauer, vous le savez, c'est l'incarnation du pessimisme en philosophie. Il est il était extrêmement pessimiste. Ses cours étaient assez désertés, hein. Il a eu un grand succès posthume. Mais entre les cours de Hegel et puis les cours de Schopenhauer, on se pressait aux cours de Hegel. Je vous rappelle que ses étudiants avaient écrit l'esthétique à partir de notes qu'ils prenaient. Mais les cours de Schopenhauer, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc il a été très célèbre de façon posthume. Alors je vous lis un extrait de la page 403 et 404 du Monde comme volonté et comme représentation. Cet extrait traite du bonheur. Et on va le voir, donc nous permet de répondre plus profondément à la question posée par Alex. La satisfaction, le bonheur, comme l'appellent les hommes, n'est au propre et dans son essence rien que de négatif. En elle, rien de positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous poser une question, vous y répondez en parallèle. Que signifie la satisfaction n'est qu'une chose négative? La réponse va intervenir ensuite, mais j'aimerais bien avoir vos mots à vous. Il n'y a pas de satisfaction qui d'elle-même et comme de son propre mouvement vienne à nous. Il faut qu'elle soit la satisfaction d'un désir. Donc vous me comprenez mieux pourquoi, dans le cadre de la volonté, du désir, vous avez une satisfaction assez impossible. Le texte, alors Marie-Amélie, tous les textes vous sont retransmis plus tard dans la partie, ça a été, vous avez eu par exemple le polycopier de cours, tous les textes que je reprends, vous les avez après. Le désir, en effet, est la privation et la condition préliminaire de toute jouissance. Avec la satisfaction cesse le désir et par conséquent la jouissance aussi. Donc la satisfaction, le contentement, ne saurait être qu'une délivrance à l'égard d'une douleur, d'un besoin. Sous ce nom, il ne faut pas entendre en effet seulement la souffrance effective, visible, mais toute espèce de désir qui, par son importunité, trouble notre repos, et même cet ennui qui tue, qui nous fait de l'existence un fardeau. Or, c'est une entreprise difficile d'obtenir, de conquérir un bien quelconque. Pas d'objet qui ne soit séparé de nous par des difficultés, des travaux sans fin. Sur la route, à chaque pas, surgissent des obstacles. Et la conquête une fois faite, l'objet attend. Qu'a-t-on gagné? Rien, assurément, que de s'être délivré de quelques souffrances, de quelques désirs, d'être revenu à l'état où l'on se trouvait avant l'apparition de ce désir. Le fait immédiat pour nous, c'est le besoin tout seul, c'est-à-dire la douleur. Pour la satisfaction et la jouissance, nous ne pouvons le connaître qu'indirectement. Il nous faut faire appel aux souvenirs de la souffrance, de la privation passée, qu'elles ont chassé tout d'abord. Voilà pourquoi les biens, les avantages qui sont actuellement en notre possession, nous n'en avons pas une vraie conscience. Nous ne les apprécions pas. Il nous semble qu'il n'en pouvait être autrement. Et en effet, tout le bonheur qu'ils nous donnent, c'est d'écarter de nous certaines souffrances. Il faut les perdre pour en sentir le prix. Le manque, la privation, la douleur, voilà la chose positive et qui sans intermédiaire s'offre à nous. Telle est encore la raison qui nous rend si douce la mémoire des malheurs surmontés par nous. Besoins, maladies, privations, etc. C'est en effet notre seul moyen de jouir des biens présents. Ce qu'on ne saurait méconnaître non plus, c'est qu'en raisonnant ainsi, en égoïste, l'égoïsme au reste est la forme même de la volonté de vivre, nous goûtons une satisfaction, un plaisir du même ordre, au spectacle ou à la peinture des douleurs d'autrui. Lucrèce l'a dit en de beaux vers et bien nettement au début de son second livre. Il est doux quand la mer est forte, quand les vents agissent l'onde, d'assister du rivage aux efforts des marins. Non que la souffrance d'autrui soit pour nous une joie véritable, mais voir de quelle peine on est à l'abri, voilà ce qui est doux. Pourtant, nous le verrons plus tard, cette sorte de joie, cette façon de se rendre sensible à soi-même, son bien-être, est bien voisine du principe même de la méchanceté active. Tout bonheur est négatif, sans rien de positif. Nulle satisfaction, nul contentement par suite ne peut être de durée. Au fond, ils ne sont que la cessation d'une douleur ou d'une privation, et pour remplacer ces dernières, ce qui viendra sera infailliblement ou une peine nouvelle, ou bien quelque langueur, une attente sans objet, l'ennui. Voilà. Alors, je ne veux pas vous déprimer avec la lecture de ce texte, mais juste ce qu'on peut en dire, l'objectif était de répondre à Alex. Vous vous rappelez de la remarque d'Alex,
l'étude qui nous permet d'accéder au bonheur. Si vous comprenez le bonheur d'une façon classique, déjà il faut préciser, j'avais posé une question, que signifie bonheur négatif? J'ai pas eu de réponse. Bonheur négatif, ça veut dire finalement que vous n'avez aucun bonheur qui ne soit compris comme une manière de faire cesser une souffrance. Il faut la souffrance du désir, d'accord, pour que finalement le bonheur apparaisse, qui va être compris comme le moment, la possibilité pour cette souffrance d'être amoindrie, non pas de disparaître complètement, mais d'être amoindrie. Et vous voyez que là-dedans, on a quelque chose qui est tout sauf pérenne, et Schopenhauer garde quand même l'idée que le bonheur est associé à la pérennité. Raison pour laquelle seules les joies pérennes de l'intelligence, j'allais dire de l'indifférence, je ne sais pas si l'intelligence conduit à l'indifférence, mais en tout cas, vous voyez donc que chez Schopenhauer, c'est simplement grâce à la représentation et grâce au fait de cultiver à nouveau sa raison qu'on accédera au bonheur. D'accord? Voilà. Alors, vous pourrez réécouter ce texte à nouveau et je vais le mettre, il sera disponible aussi en support écrit. Comme ça, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous êtes tout à fait libre de vous organiser comme vous voulez. Alors, l'activité, donc je vous rappelle, en parallèle de ce que je suis en train de vous dire, je vous demande de m'écrire, s'il vous plaît, ce que vous pensez être les ingrédients du bonheur ou les principes permettant d'être heureux, enfin, si vous avez des remarques ou des idées qui viennent. C'est encore une fois pas une obligation, mais je pense que c'est intéressant. Ce que je vous propose maintenant, donc là, vous avez l'intégralité du cours en 5 parties. Vous avez, comme on dit, le cours en bonne et due forme. Je vous propose maintenant des activités et on terminera par des ateliers méthodes comme c'était prévu. Et je vous l'ai dit, je voulais d'abord finir le cours avant de faire ça. Alors, une petite activité maintenant autour de la question de la douleur. On vient d'en parler avec Schopenhauer. Une activité en lien avec les sciences, en lien avec un neurologue qui s'appelle Nicolas Danziger et qui révèle d'une certaine manière les mystères de la douleur. Donc c'est en plus du cours, ça reste du cours, mais en complément. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle Vivre sans la douleur, si ça vous intéresse. Donc Nicolas Danziger, D-A-N-Z-I-G-E-R. Voilà l'ouvrage en question. Alors, dans ce livre, il est question de rappeler que certaines personnes, donc je vais vous faire un compte-rendu, certaines personnes sont totalement insensibles à la douleur depuis leur naissance, d'accord? Ça peut être congénital, ou bien ça peut être lié à des lésions cérébrales. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut se dire mais quelle chance, etc. C'est pas du tout vécu comme ça. C'est vécu d'une façon assez angoissante puisque vous le voyez bien, il y a la douleur. C'est un signal protecteur. Sans elle, le corps a un contour tout à fait incertain. On pourrait dire que la douleur est un mal nécessaire. D'accord? Voilà. Alors, Nicolas Danziger, il est chercheur à l'INSERM, il est neurologue, chargé d'une consultation spécialisée dans les douleurs chroniques à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et grâce à ce livre, il nous entraîne dans un voyage incroyable à partir donc d'expériences vécues. Alors, comme vous le dites, Marie-Amélie, on peut se blesser gravement sans se rendre compte, c'est extrêmement dangereux. Les travaux de Nicolas Danziger ont été récompensés par l'Académie nationale de médecine et il aime rendre compréhensibles ses travaux en disant que pour celui qui a mal, pouvoir se représenter sa douleur, savoir quel est le résultat d'une blessure plus ou moins ancienne, est un premier soulagement. D'accord ? Donc, vous le savez, les progrès de la médecine ne permettent pas d'éradiquer toutes les douleurs et il va déjà commencer par dire ça. Alors, il répond à une question. La douleur est-elle utile et si oui, comment ? Bon, alors évidemment, on cherche à éviter la douleur, d'accord ? Et on cherche à se soustraire à ce qu'on va vivre comme un danger. Donc la douleur, c'est c'est une sorte de signal d'alarme. Au départ, évidemment, ça indique que le corps a besoin de soins. C'est ce qui assure notre survie, d'accord ? Alors, ce qu'il va préciser, Nicolas Danziger, c'est que le problème apparaît lorsque certains patients souffrent alors que leur blessure initiale a disparu. Vous connaissez peut-être les membres fantômes.
Vous avez été amputé depuis longtemps, mais vous continuez de ressentir un signal de douleur. Le problème se pose aussi quand des personnes souffrent de douleurs chroniques alors qu'aucune lésion corporelle n'est identifiée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fibromyalgie. Et c'est l'une de ces maladies, la fibromyalgie, pardon. Elle touche à 90% des femmes et les douleurs sont parfois insupportables. Donc ce neurologue explique que des personnes épuisées, que rien ne soulage, viennent le voir. On leur a répondu voilà, c'est la question des douleurs psychosomatiques. Vous avez tout à fait raison, Marie-Amélie. On leur a dit, c'est dans votre tête. Et effectivement, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, est-ce que c'est psychosomatique? Donc, pour répondre à votre question, la réponse de Nicolas Dinziger, c'est de dire que c'est jamais seulement psychosomatique. Parce que ce terme, si vous voulez, d'une certaine manière, ce que nous dit Nicolas Dinziger, c'est qu'il revient à faire porter au malade la responsabilité de ses maux. Et les travaux récents mettent en évidence la trace profonde, la trace biologique que peuvent laisser dans les circuits nerveux des blessures corporelles, mais effectivement, de la même manière, une carence affective, un stress précoce. Donc c'est psychosomatique au sens de l'impact très fort de l'esprit sur le corps, mais pas au sens de c'est dans votre tête et ça n'a pas d'impact. D'accord ? Donc ce qu'on peut retenir, vous nous dites, Marie-Amélie, on peut diminuer la douleur avec la méditation. Oui, alors je vous fournirai, si vous voulez, des articles là-dessus qu'on mettra sur Discord. Effectivement, on diminue l'appréhension de la douleur beaucoup. Il y a les grands méditatifs, ceux qui ont fait des milliers d'heures de méditation, ne réagissent absolument pas de la même manière à la douleur. Et les résultats de ces études montrent que c'est surtout parce qu'ils ne l'anticipent pas de la même manière, ils n'en ont pas peur. Et le fait de ne pas en avoir peur va, comme vous le dites très bien, la minimiser, la diminuer littéralement. Hein. Donc, c'est l'effet, vous connaissez tous l'effet placebo, on parle aussi de l'effet nocebo, mais là, effectivement, on a affaire d'une certaine manière à un effet placebo véritable. Donc, ce que montre Nicolas Danziger, c'est qu'une carence affective va laisser des traces dans les circuits nerveux au même titre que des blessures qui sont organiques. Il y a un lien très étroit, ça c'est une chose importante que vous pouvez retenir, il y a un lien très étroit entre la douleur et la mémoire. Et dites-vous bien que si on s'intéresse aux hypothèses, on peut se dire que archaïquement, ce lien, ce marquage était salvateur. Chaque fois qu'une agression survenait, on était alerté, on apprenait à se protéger, on apprenait à fuir. Alors, peut-être qu'on peut se dire, toujours pour rester dans cette logique de l'hypothèse, le patient qui souffre de façon chronique va payer très fort ce marquage, et ce marquage qui va s'être opéré physiologiquement à un certain moment de sa vie, sauf que là, il va continuer d'agir, et Nicolas Danziger parlera de télégraphistes fous qui transmettraient des messages très anciens et inutiles. Si vous voulez, tout se passe comme si la douleur s'était affranchie de sa cause initiale. Elle n'est plus, comme on l'avait dit, cette alerte au service de l'homme, elle est devenue une maladie. Alors, la question qu'on peut poser maintenant, c'est lorsqu'une douleur va témoigner de problèmes affectifs qui sont inscrits en nous, elle peut nous aider peut-être à rechercher les traumatismes qui en sont la cause. Et toute la question, c'est est-ce qu'on peut finalement en guérir ? Alors, la réponse de Nicolas Danziger consiste à dire, lorsque vous êtes dans un climat de souffrance psychique intense et prolongée, les circuits nerveux de la douleur ont pu être modifiés une fois pour toutes. On croyait depuis longtemps que lorsque des personnes avaient mal à la place en rapport avec un conflit souterrain, on croyait qu'en résolvant ce conflit, tout irait mieux. C'est pas toujours le cas. Si vous voulez reconnaître la réalité physiologique, l'expliquer aux patients, ça va être pour Nicolas Danziger une possibilité de se la représenter et de mieux lutter. C'est une manière de le comprendre au lieu de le renvoyer à sa solitude. Donc une fois qu'on a établi ça, il faut finalement aussi admettre la dimension psychologique qui se superpose aux réalités biologiques. Donc la sensation douloureuse, ça veut dire ça, hein, la sensation douloureuse n'est pas forcément la transcription fidèle de ce qui se passe dans nos tissus. Elle est influencée par la signification symbolique que nous attribuons à cette atteinte, par le contexte, par nos histoires.
par notre histoire, pardon, par nos attentes. Et on a remarqué une chose, alors je vous en avais déjà parlé, je crois, des enfants atteints de cancer ont moins besoin d'analgésiques, ça veut dire de médicaments qui servent à lutter contre la douleur, lorsqu'ils jouent. Autre exemple qui va dans le même sens, lors des dernières guerres, des soldats qui avaient de graves blessures et qui devaient être retirés du front souffraient moins que ceux qui étaient atteints superficiellement et qui devaient rester dans le cauchemar du combat. Donc c'est un peu ce que vous proposiez, Marie-Amélie, c'est que la douleur peut être diminuée par la manière dont on l'appréhende psychologiquement. Alors, toute la question, vous me posez pas les questions, donc je fais les questions et les réponses. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à écrire. C'est pour vous, hein, mais je pense que ça peut être intéressant. Alors, la question, c'est comment le psychisme exerce-t-il cette influence? Vous avez, c'est toujours Nicolas Danziger, ce neurologue, qui nous répond et qui nous dit que des filtres existent au sein du système nerveux. Ça répond exactement à la remarque de Marie-Amélie. Ces filtres amplifient ou diminuent la sensation de douleur. Ça veut dire une chose intéressante, ça veut dire qu'il y a une imbrication entre le physiologique et le psychique, d'accord? Et donc, on a parlé tout à l'heure de l'effet placebo. Bon, c'est une démonstration exemplaire de cet effet. Pendant longtemps, on a considéré que cet effet relevait simplement de la suggestibilité ou même pire, de la simulation. Alors, vous savez que les techniques d'imagerie cérébrale, l'IRM, ont permis d'avoir des réponses. Et on sait maintenant, grâce à ces techniques, que le soulagement obtenu sous l'effet placebo provoque une diminution très visible de l'activité des aires cérébrales de la douleur. Donc voilà, la technique ici a permis des progrès majeurs. C'est pas juste de la suggestibilité, c'est pas évidemment de la simulation. Alors effectivement, l'effet placebo ne marche pas avec tous les patients. Ça reste peut-être, enfin, la question de la douleur reste assez mystérieuse. Alors, autre exemple que j'avais déjà donné et qu'on peut reprendre ici, les manifestations de souffrance d'un nouveau-né de sang sont diminuées de 80% par le contact entre la maman et l'enfant. Donc la seule présence des parents agit comme un calmant si leur attitude est rassurante, effectivement. Lorsqu'un enfant se blesse, les pleurs et les cris vont vite s'arrêter si la mère, par exemple, souffle sur la blessure, prononce des mots apaisants. Et donc, toujours, il y a cette idée du juste milieu, pour reprendre votre question la dernière fois. Si vous en faites un peu trop, l'enfant va s'inquiéter. Mais si vous le livrez, si vous l'abandonnez à sa douleur, si vous vous dites pleurer va l'endurcir, comme on a longtemps été l'éducation, hein, on pensait que c'était bien de dire ça. Disons qu'il y a un juste milieu à trouver. Et les consolations qui sont apportées sous la forme de ces représentations stabilisantes de ce désordre corporel, la douleur est un désordre corporel, ces consolations vont renforcer la capacité à faire face aux atteintes. L'idée, en fait, c'est de dire les parents, savent intervenir quand leur enfant a faim, froid, mais l'impuissance à apaiser immédiatement la douleur va confronter l'enfant à une grande solitude. Et cette angoisse va laisser des traces. Donc c'est la raison pour laquelle le rassurer lorsque des expériences douloureuses apparaissent l'aide à construire ce qu'on pourrait appeler, ce que Nicolas Danziger appelle un bouclier antalgique, c'est-à-dire un rempart contre la douleur. Petit à petit, l'enfant saura affronter les ressentis pénibles. Voilà. Et ce qu'explique Nicolas Danziger, c'est que certains patients qui ont en permanence des douleurs n'ont peut-être pas acquis cette faculté d'autoconsolation et d'une certaine manière, ils demeurent inconsolables. Alors, l'expérience de la douleur corporelle, la question c'est de se demander est-ce que ça peut nous rendre plus solides psychiquement si on est aidé dans la petite enfance? Est-ce que, en gros, c'est la phrase de Nietzsche, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort? Alors, il y a évidemment deux manières de répondre. Vous savez, la philosophie, c'est oui, non, pas oui ou non, souvent. Hein. Donc, la douleur fragilise, elle isole celui qui souffre. Il y a une très belle citation d'ailleurs de Roland Barthes sur la jalousie, dans les fragments du discours amoureux que je vous ai cité hier. Roland Barthes, il dit « Quand je suis jaloux, je souffre 4 fois. » Bon, déjà parce que je suis jaloux,
c'est désagréable comme sentiment. Aussi parce que j'ai peur que ma jalousie ne blesse l'autre, je peux devenir agressif. Et puis parce que je me laisse assujettir à une banalité, c'est tellement commun. Et ensuite parce que justement ça me coupe des autres, je finis par être fou. Donc il y a cette idée que la souffrance va vous couper d'autrui. Elle isole en fait. Comme jaloux, je souffre 4 fois parce que je suis jaloux, parce que j'ai peur que ma jalousie ne blesse l'autre, parce que je me laisse assujettir à une banalité et parce que je m'isole grâce à cette douleur. Il faudrait que je reprenne la phrase exacte, mais en gros, les 4 composantes de la jalousie sont celles-ci. Et donc j'y pensais parce que vous voyez qu'effectivement, il y a cette idée de la souffrance qui isole. D'accord? On altère nos liens avec les autres si on souffre. Des études d'imagerie cérébrale montrent d'ailleurs que les mêmes parties du cerveau sont activées quand on a mal à cause d'une lésion organique et quand on souffre d'une séparation ou d'une exclusion. Si vous voulez, la morphine qui est naturellement sécrétée par ou bien celle que l'on injecte va être capable d'atténuer les douleurs corporelles, mais aussi celles occasionnées par une séparation. Donc vous voyez, c'est une manière de dire un coup de poing ou une séparation, ça a le même effet cérébralement. Il faut prendre au sérieux les douleurs de l'âme. Et s'il existe une telle superposition entre les circuits cérébraux de la douleur physique et ceux qui sont impliqués dans la souffrance de la séparation, restons dans cette logique de l'hypothèse, c'est probablement parce qu'à un moment donné de l'évolution, la préservation du lien social était devenue vitale pour chaque individu. Si le groupe manquait, la douleur émettait un signal, comme elle le fait aujourd'hui face à ce qui menace l'intégrité corporelle. Voilà, donc ça va être un point essentiel. L'homme n'est ni d'aujourd'hui ni d'hier, il est d'un âge immense. Je vous rappelle que l'ontogenèse récapitule la phylogenèse, c'est-à-dire que on porte toutes les histoires, non pas seulement sa propre histoire, mais l'histoire finalement de toutes les espèces. Je reviendrai sur cette phrase. Alors, il y a peut-être un versant tragique donc dans la douleur, c'est que certains médicaments restent inopérants. Il y a une impuissance de la part des thérapeutes. Il y a une limite imposée par la douleur chronique. Et celui qui souffre de façon chronique est piégé dans l'éternel présent de la douleur. Il ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et finalement, le problème aussi, c'est que son ressenti peut être mis en doute, alors qu'effectivement, c'est très très rare de simuler. Très peu de gens simulent. Bon, mais on peut conclure en disant que si rien ne nous affectait, on serait, premièrement, comme l'a souligné Marie-Amélie, on serait en danger permanent. Et puis, ça effacerait complètement, on en a parlé aussi au cours d'hier, ça effacerait complètement cet axe plaisir-déplaisir sur lequel se fonde notre sentiment d'identité, notre rapport au monde, et comme l'écrit Nicolas Danziger, l'intime conviction d'être vivant. Voilà, alors, je vous laisse donc avec cette réflexion autour de la question de la douleur. Vous êtes en S, donc je vous fournis des contenus aussi qui sont en lien avec les sciences. Alors, donc vous me demandez, je vais répondre à vos questions. Pouvez-vous refaire un lien avec le bonheur, s'il vous plaît? C'est le caractère psychologique et nécessaire de la souffrance pour le bonheur. Non, le lien, c'est que finalement, on ne peut pas parler de bonheur sans parler de souffrance. Et donc, le lien avec c'est tout simplement une analyse scientifique de la douleur. Hein, la réaction d'un scientifique sur la douleur. Donc, c'est cette idée, oui, peut-être qu'il n'y a pas de bonheur sans cette capacité à ressentir aussi le contraire. C'est une question, hein, je vous rappelle que la philosophie apporte finalement plus de questions que de réponses. Alors justement, donc si vous avez des questions, allez-y. Ce qu'on va faire maintenant, donc on a pris cette heure-là pour finir le cours. Je vous propose un travail, non pas là à faire tout de suite, mais pour le prochain cours de philosophie qui a lieu demain. Je rappelle les horaires, mercredi 18 mars à 11h, d'accord? Et j'invite les TS2 qui ont cours habituellement avec moi à nous rejoindre. Alors, et puis, ceux qui n'ont pas de professeur TS3, TS4, TS6, greffez-vous sur ces séances. Écoutez-les plus tard si vous voulez. En tout cas, gardez le principe de 3 heures de philosophie par semaine, ça me semble très bien. Donc, je vais vous donner un sujet de dissertation pour le bac à traiter pour... alors, oui, pour demain, c'est un peu délicat, mais si vous voulez essayer de trouver des pistes,
Je le retraiterai plus tard, je vous fournirai un corrigé. Est-il possible de ne pas être libre et d'être pourtant heureux? J'aimerais que vous réfléchissiez à ce lien. Je redonne le. Si vous avez des réponses pour demain, c'est bien, des éléments de réponse. Sinon, vous avez à le faire pour lundi prochain. La question, c'est: est-il possible de ne pas être libre et pourtant d'être heureux? Sujet de dissertation auquel je répondrai. Alors, à partir de maintenant, je vous propose qu'on continue déjà peut-être quand même avec des textes. On a étudié un texte de Chopin. Donc, je vous propose ça et je vous propose également qu'on en vienne à de la méthode. D'accord? Alors, je vais vous donner aussi un autre sujet. Alors, sujet de dissertation pour demain. Oui, vous commencez pour demain. Merci Thomas. Et vous avez la semaine en fait pour le faire. Est-il possible de ne pas être libre et pourtant d'être heureux? Je vais vous donner un autre sujet de dissertation pour que vous puissiez avoir le choix. Et on y répondra grâce à des textes. Le bonheur suppose-t-il l'oubli? Faut-il être capable d'oublier pour être heureux? Le bonheur suppose-t-il l'oubli? Enfin, vous l'écrivez comme. Voilà, comme ça, vous avez les deux sujets de dissertation. Vous savez que pour le bac, vous avez le choix entre deux sujets de dissertation, une explication de texte. Voilà, alors, on va reprendre. J'ai tout un ensemble de textes que je vous fournirai, qu'on mettra, merci Thomas, qu'on mettra sur le forum, là. Alors, je vous fournis un texte que j'ai déjà étudié avec mes élèves au lycée. C'est un texte de Rousseau. Rousseau explique que c'est dans les rêveries du promeneur solitaire, 5e promenade. N'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe, pour le bonheur qui dure, je doute qu'il y soit connu. À peine est-il dans nos plus vives jouissances un instant où le cœur puisse véritablement nous dire « je voudrais que cet instant durât toujours ». Et comment peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et vide, qui nous fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après? Vous voyez que finalement, il va être assez proche de Schopenhauer. Mais s'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé, ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours, sans néanmoins marquer sa durée, et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte, que celui seul de notre existence et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière. Tant que cet état dure, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux, non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide, qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvée souvent à l'île de Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires, soit couchée dans mon bateau, que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle rivière, ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans pareille situation? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Et là, je vous conseille de retenir la citation, le sentiment de l'existence, dépouillé de toute autre affection, est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce, à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres, qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. Alors vous voyez, l'autre question que Thomas nous a écrite, c'est le bonheur, l'oubli. Là, vous voyez que c'est pas la question de ce qui est supposé, mais c'est l'idée, de quoi c'est accompagné. Et vous voyez que pour Rousseau, c'est accompagné d'une perte totale du sentiment de la temporalité. Donc ça va être un point intéressant. Alors, avant qu'on passe à l'atelier méthode à proprement parler, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de ce texte. Déjà, est-ce que quelqu'un a le sentiment d'avoir un peu vécu
ce que Rousseau décrit? Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience si tel est le cas? Et qu'est-ce que vous pensez de cette définition du bonheur, en fait? La jouissance du sentiment seul de notre existence. Voilà ce que Rousseau écrit. Alors, cette fois-ci, je vais vraiment vous demander de... En plus, comme on teste nos nouveaux outils et c'est vraiment sympathique de pouvoir travailler comme ça, je vais vraiment vous demander d'écrire ou de parler. Je vous laisse encore 2-3 minutes, un petit temps pour ça. Donc la question, c'est que pensez-vous de cette définition du bonheur, jouir du sentiment seul de son existence? Et avez-vous vécu un moment comme ça? C'est difficile sans avoir le texte. Marie-Amélie, on va vous mettre le texte tout de suite. Alors, c'est parti. Il va être mis dans 2 minutes. Voilà, alors, le cours reprend. Donc, vous avez eu des textes qui ont été postés, vous le voyez. Alors, est-ce que vous avez des remarques à faire concernant le texte de Rousseau? Apparemment non. Bon, bah tant pis. Alors, on va maintenant passer à l'atelier méthode. Il nous reste 45 minutes. Donc, vous avez eu un texte d'Aristote qui vient d'apparaître. Je vais vous le lire une fois. Et mon objectif, c'est de vous donner des clés. C'est un texte qui est tombé au bac. C'est extrait, en fait, il est tombé... Alors, en quelle année? Il est tombé, bon, il y a un certain temps, hein, en 1997. Le texte peut-il être mieux expliqué? Lequel? Ah, le texte de tout à l'heure, le texte de Rousseau. On peut reprendre si vous voulez, bien sûr, avant de faire ça. Le texte de Rousseau, je l'ai déjà travaillé avec mes élèves, donc c'est pour ça que je suis allée un peu vite, mais il n'a pas vraiment besoin d'explication en soi. Ce que dit Rousseau, j'ai remarqué que dans les vicissitudes d'une longue vie, ça veut dire les difficultés, les séries d'événements négatifs, il remarque que les époques des plus douces jouissances et des plaisirs les plus vifs ne sont pourtant pas celles dont le souvenir m'attire et me touche le plus. Donc ça, moi je vous avais fait des morceaux choisis par rapport au texte. Donc il remarque ce paradoxe. D'accord? Ces courts moments de délire et de passion, quelque vifs qu'ils puissent être, ne sont cependant, et par leur vivacité même, que des points bien clairsemés dans la ligne de la vie. Ils sont trop rares et trop rapides pour constituer un état, et le bonheur que mon cœur regrette n'est point composé d'instants fugitifs, mais un état simple et permanent, qui n'a rien de vif en lui-même, mais dont la durée accroît le charme, au point d'y trouver enfin la suprême félicité. L'explication ici consiste à dire le bonheur doit être pérenne, et ces moments très fugaces, très forts, très intenses, en fait, ne pèsent pas tant que ça sur la balance. Tout est dans un flux continuel sur la Terre. Alors, principe du mouvement permanent, principe que vous retrouvez dans le bouddhisme. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée, et nos affections, c'est-à-dire nos émotions, qui s'attachent aux choses extérieures, passent et changent nécessairement comme elles. Tout change, nous-mêmes, les choses extérieures, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n'est plus, ou préviennent l'avenir qui souvent ne doit point être. Il n'y a rien là de solide à quoi le cœur se puisse attacher. Donc ces émotions, les choses changent tout le temps. À peine est-il dans nos plus vives jouissances un instant où le cœur puisse véritablement nous dire « je voudrais que cet instant durât toujours ». Ce qui est très intéressant ici, c'est que Rousseau va voir dans cette formule une espèce de principe du bonheur. Vous vous rappelez, on avait posé cette question. Quels sont les principes auxquels on pourrait se rattacher? C'en est un instant que vous voudriez faire durer éternellement et forcément un instant heureux. D'accord? Donc, ça, on peut le garder en tête. Je voudrais que cet instant durât toujours. Et comment peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et vide, qui nous fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après? Donc le bonheur n'est pas fugitif et le bonheur ne laisse aucune place pour le désir. Et Rousseau va rattacher le bonheur à un calme, à une sérénité, à une manière de vivre l'instant présent, de ne pas du tout enjamber sur l'avenir, ni de rappeler le passé, raison pour laquelle le temps n'existe pas pour celui qui est heureux. C'est du présent à l'état pur. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas de trace de la succession. Il y a seul le sentiment de notre existence dépouillé de toute autre affection. Et celui qui arrive à jouir simplement du fait d'exister, celui-là est heureux. Celui qui arrive à ne rien
attendre du monde extérieur. Et Rousseau dit, c'est pour ça que je vous posais la question, Rousseau dit, c'est l'état dans lequel je me suis trouvée à Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires. Donc dans une situation comme telle, on jouit de quelque chose de tout à fait intérieur, du sentiment de sa propre existence. Et c'est pour ça que je vous avais rappelé une citation à la fin que vous pouvez retenir. Le sentiment de l'existence, dépouillé de toute autre affection, est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce, à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres, qui viennent sans cesse nous en distraire et troubler ici-bas la douceur. Très bien. Si vous avez d'autres questions, j'y réponds. Alors, là, je vous ai mis un petit texte, du coup, pour l'entraînement pour le bac. OK. Alors, le texte ici est tombé en 1997. Alors, le bonheur ne consiste pas dans l'amusement. Donc là, vous pouvez le lire en même temps. Il serait absurde il manque que l'amusement fût le but de la vie. Il serait absurde de travailler durant toute sa vie et de souffrir rien qu'en vue de s'amuser. Donc vous vous rappelez, le bonheur reste le but suprême. On peut dire en effet de toutes les choses du monde qu'on ne les désire jamais que pour une autre chose, excepté toutefois le bonheur, car c'est lui qui est le but. Mais s'appliquer et se donner de la peine, encore une fois, uniquement pour arriver à s'amuser, cela paraît aussi par trop insensé et par trop puéril. Selon Anaxarchis, petite parenthèse, vous avez la note à la fin, c'est un sage de la Grèce du 6e siècle avant Jésus-Christ. Selon Anaxarchis, il faut s'amuser pour s'appliquer ensuite sérieusement. Et il a entièrement raison. L'amusement est une sorte de repos. Et comme on ne saurait travailler sans relâche, le repos est un besoin. Mais le repos n'est certes pas le but de la vie, car il n'a jamais lieu qu'en vue de l'acte qu'on veut accomplir plus tard. La vie heureuse est la vie conforme à la vertu. Et cette vie est sérieuse et appliquée. Elle ne se compose pas de vains amusements. Alors, c'est difficile à lire. Les choses sérieuses paraissent en général fort au-dessus des plaisanteries et des badinages. Et l'acte de la partie la meilleure de nous, ou de l'homme le meilleur, passe toujours aussi pour l'acte le plus sérieux. Or, l'acte du meilleur vaut mieux aussi par cela même, et il donne plus de bonheur. Voilà, je vais voir si je peux vous l'envoyer autrement, parce qu'il y a un reflet qui empêche qu'on le lise facilement. Très bien, alors, là, vraiment, on va faire le travail ensemble. Donc, je vous invite à m'écrire vos remarques pour expliquer le texte. Donc, je vais commencer, évidemment. Donc, vous voyez que la thèse, elle est toute simple, c'est le bonheur ne consiste pas dans l'amusement. L'amusement étant une sorte de repos, et le repos étant ce qui précède l'activité nécessaire. Donc, le bonheur, ça n'est pas ça. Il serait absurde que l'amusement fût le but de la vie. Donc, on a une sorte de raisonnement par l'absurde ici. Et rappelez-vous, l'arrière-plan permanent à retracer, c'est que le bonheur est le but suprême. Il y a dans ce texte une très grande cohérence. Et cette cohérence, elle n'est susceptible d'être retracée que si vous comprenez bien que le bonheur est le but de la vie. Donc, on ne peut pas faire reposer le bonheur dans l'amusement, puisque on serait conduit à dire que l'amusement est le but de la vie. Alors, Aristote continue en disant « Il serait absurde de travailler durant toute sa vie et de souffrir rien qu'en vue de s'amuser. » Donc finalement, le bonheur vaut la peine, et il y a cette idée qu'il peut être précédé de peine. Vous vous rappelez de Nietzsche, l'ennui et ce calme plat de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux. Bon, là, on a l'idée qu'on peut accepter de souffrir pour être heureux. Ça fait d'ailleurs référence vous vous rappelez, on avait cité l'idée que, par exemple, l'effort, c'était un déplaisir sur le moment, mais en vue d'un plaisir ultérieur. Donc, il y avait ce calcul des plaisirs chez Épicure, peut être rattaché à ça. Donc, finalement, il faut bien que tout ce qu'on fait en vue du bonheur en vale la peine, d'accord ? Enfin, que le bonheur vale la peine, pardon, de tout ce qu'on fait en vue de lui. Donc, il ne peut pas être aussi minime que l'idée de l'amusement. D'accord ? On peut penser au divertissement chez Pascal. On a besoin de ce divertissement pour fuir la peur de la mort. On peut se demander, on peut poser une question ici, est-ce que s'amuser et se divertir est la même chose ? En tout cas, ça ne peut pas être conçu comme le but ultime. On peut dire en effet de toutes les choses du monde qu'on ne les désire jamais
que pour une autre chose, excepté toutefois le bonheur. Donc, Aristote ici nous dit « tout a pour but le bonheur ». D'accord ? On peut dire en effet de toutes les choses du monde qu'on ne les désire jamais que pour une autre chose, excepté toutefois le bonheur. C'est-à-dire le bonheur est la seule chose qu'on veut pour elle-même. Toutes les autres choses sont faites en vue du bonheur. Donc ce que vous pouvez préciser ici, c'est que toutes les autres choses, alors vous avez un rôle d'illustration, il faut que vous donniez des exemples, sinon votre explication, elle n'a pas de sens. Donc vous dites par exemple la richesse, par exemple la santé, qu'est-ce que les individus veulent? Être riches, être en bonne santé, être auprès de leur famille, etc. Tout ça, c'est finalement quelque chose qui doit être rattaché à un but ultime qui est être heureux. Et le bonheur est la seule chose qu'on fait pour elle-même. Voilà voilà en fait la remarque qu'on peut faire. Alors, du coup, le bonheur donc est le bien suprême, c'est effectivement la fin ultime de toutes nos actions. Alors, que veulent les hommes? Aller à Polytechnique, j'avais pas compris, parce que j'enseigne à Polytechnique, du coup, je me disais, il faut que j'aille à Polytechnique, qu'est-ce que c'est que ça? Non, le bonheur, en fait, si vous voulez, c'est le but suprême. Et oui, donc que veulent les hommes? Aller à Polytechnique, bah, d'après Aristote, dans le but d'être heureux. C'est en allant à Polytechnique qu'on va être heureux. Donc, distinguez bien ça, un moyen en vue d'une fin, être en bonne santé pour être heureux, et puis le bonheur qui est le but lui-même, qui est une fin en soi. Et vous pouvez effectivement citer Voltaire, précisez bien qu'en dépit de l'anachronisme, on peut quand même le citer, il disait « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé », donc il inverse ce rapport qu'on retrouve chez Aristote. S'appliquer et se donner de la peine, encore une fois, uniquement pour arriver à s'amuser, cela paraît aussi par trop insensé et par trop puéril. C'est-à-dire que tous ces efforts, tous ces obstacles qu'on a bravés, ça ne pourrait avoir un but aussi terre à terre, aussi prosaïque. Alors ensuite, Aristote va citer Anacharsis, donc c'est un sage qui s'est libéré, si on suit la définition de la sagesse, libéré de l'illusion du temps, libéré de l'illusion de la mort et libéré de l'illusion de la séparation. Le sage, c'est l'homme libéré. Et l'Inde va donner beaucoup de sens à ça, en parlant par exemple du Maharshi comme de l'homme libéré. Donc selon Anacharsis, il faut s'amuser pour s'appliquer ensuite sérieusement. Et il a entièrement raison. Alors, que dit ce sage? Ce sage nous dit la nécessité d'une alternance, le repos et ensuite, le repos dans l'amusement et ensuite le sérieux dans le travail. Alors toujours, précisez bien quand vous citez un auteur qui n'est pas du tout du même siècle, vous précisez bien en dépit de l'anachronisme que ça peut susciter. On peut citer Kant qui expliquait qu'il n'y avait pas de meilleur repos que celui qui suivait le travail. Et on a tous vécu ça. Tout à l'heure, je vous demandais si vous aviez vécu cet état dont Rousseau parle, cette extase du sentiment même de sa propre existence. Peut-être que ça, c'est assez rare et assez difficile à vivre, mais on a tous vécu le fait de trouver un repos délicieux qui est ce repos qui suit le travail. Donc finalement, ce sage nous conseille cette alternance, d'accord, entre repos et travail, l'amusement, le repos dans l'amusement et le travail sérieux. L'amusement, Aristote le précise, est une sorte de repos. Et comme on ne saurait travailler sans relâche, le repos est un besoin. Alors, un texte doit être amené à d'autres références. Donc, ça vous aide si vous voulez. C'est toujours l'idée, je donne toujours cette image, reculer pour mieux sauter, prendre ce détour par les références pour mieux revenir au texte. Intéressons-nous à ce que Nietzsche a dit de la nuit et du jour. Je vous ai donné un travail sur le bonheur suppose-t-il l'oubli. Vous avez cette réflexion à mener. Nietzsche disait, en fait, on a autant besoin, ça vous guide un peu du coup aussi pour ça, hein, on a autant besoin de nuit que de jour, d'oubli, c'est finalement la nuit, hein, que de mémoire, le jour, et on a besoin de cette alternance. Et vous allez retrouver du coup cette même idée, on peut reprendre cette métaphore pour la phrase d'Anacharsis, il faut s'amuser, ce serait le repos, par exemple la nuit justement,
et le travail sérieux le jour. Donc la vie des êtres organiques a besoin de nuit et de jour. On le voit même chez les végétaux. Les plus récentes nous montrent que si vous exposez constamment un végétal à la lumière, et notamment les légumineuses, vous obtiendrez le dessèchement du végétal. Il y a un sommeil qui se rattache à cette nuit, et il y a cette idée de la nécessité de l'alternance pour toutes les espèces. Donc on ne peut pas travailler continuellement. Il y a un besoin du coup de se reposer, à tel point que la volonté de Marx au XIXe siècle, ça avait été d'intégrer les nécessités du repos dans le rythme même du travail. Et c'est pour ça qu'il s'indigne de la situation de l'ouvrier non qualifié. Il dira, en fait, il est conçu comme l'analogue de la machine, et il a tout juste le temps de reconstituer sa force de travail. Il a d'ailleurs à peine le temps de cela. Et finalement, voilà, c'est vraiment l'idée, on extrait de lui tout ce qu'on peut sans lui donner d'autre chose que un petit temps de repos. D'accord? Alors, donc vous pouvez retenir cette idée, et puis surtout, vous pouvez retenir que quand on travaille continuellement, il y a des gens qu'on appelle les workaholics. C'est vraiment une addiction. Il peut y avoir une addiction au travail, et c'est une maladie. Au Japon, des gens meurent d'avoir trop travaillé, de n'avoir pas pris suffisamment de repos. Donc, ce sage avait certainement raison. Comme le dit Aristote, il faut donner des exemples, vous voyez, pour rendre ça tout à fait parlant et pour le rattacher aussi à notre époque. Vous avez besoin de cette alternance de l'amusement et du sérieux. Et rappelons-nous à nouveau Kant, il n'y a pas de meilleur repos que celui qui suit le travail. Alors, on parlait de workaholism, là, les workaholics, donc ceux qui sont addicts au travail. Pourquoi on peut en effet en venir à être addict au travail? Ça, c'est une vraie question. Alors, il me semble qu'un auteur y répond d'une belle manière, c'est Nietzsche. Nietzsche, il nous dit, rappelez-vous, alors ce texte, c'est pareil, je l'ai beaucoup étudié avec des élèves, mais on peut faire un petit rappel. Bon, le travail, à la base, c'est pour satisfaire des besoins. Ça éloigne de nous la nécessité en répondant précisément à des nécessités. Et puis, vous avez cette idée qu'une fois que les besoins sont satisfaits, qu'est-ce qui reste? Il reste finalement ce besoin du travail pour lui-même. On a du pain sur la planche, le pain est coupé, puis il reste finalement après le réflexe de vouloir couper du pain. Et donc Nietzsche va nous formuler ici une phrase magnifique, il dira « Celui qui travaille au-delà de ses besoins normaux, ou bien il invente le jeu, JEU, ou bien il invente la nécessité du travail pour lui-même. D'accord? Pour échapper à l'ennui, deux cas de figure. L'homme ou bien travaille au-delà de ses besoins normaux, ou bien il invente le jeu, c'est-à-dire le travail, qui n'est plus destiné à satisfaire aucun autre besoin que celui du travail pour lui-même. Et donc, il y a ce besoin de travailler qui existe. Nietzsche ira plus loin en disant que finalement, le contemplatif va être pris du désir d'un troisième état, qui serait au jeu ce que planer est à marcher. Et c'est la vision du bonheur, d'après lui, pour les artistes et les philosophes. Alors, comprenez une chose, c'est que du coup, on parle de cette alternance, c'est le sujet du texte d'Aristote, l'alternance repos et travail. Vous avez une autre philosophe qui s'est inquiétée de cette impossibilité de cesser de travailler, ça existe en effet, hein, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle est un petit peu visionnaire en fait dans son propos. Elle dira vers quoi finalement on va être conduit? On va être conduit vers une société de travailleurs sans travail. Et elle conclura d'une façon assez atroce en disant qu'on ne peut rien imaginer de pire, c'est-à-dire des gens qui ne savent plus ne pas travailler. Bon, et qui n'ont plus de pain sur la planche, mais qui continueront d'avoir ce réflexe de couper du pain et qui, enfin, vous voyez la métaphore. Donc, il est important de trouver un équilibre entre repos et travail, ça semble essentiel. On pourrait préciser l'équilibre entre vie de famille, travail, etc. D'accord? Donc, c'est cette question de l'équilibre, et vous pouvez le remarquer, vous avez un cours qui vous aide ici, c'est la question, en fait, du juste milieu. Donc, vous pouvez préciser, vous êtes là pour analyser le texte et vous êtes là pour dire ce qui se joue ici, l'enjeu, c'est le juste milieu en matière de travail et de repos. Avec à l'arrière-plan, avec à la clé, la question, effectivement, du bonheur.
Alors, je reprends le texte, on en était à la ligne 9. L'amusement est une sorte de repos. Et comme on ne saurait travailler sans relâche, le repos est un besoin. Donc, on l'a dit, nécessité du repos. Mais le repos n'est certes pas le but de la vie. Donc, on revient sur cette idée. Toujours ces liens logiques. L'amusement est un repos. Et si vous dites que c'est le but de la vie, si vous dites que l'amusement est le but de la vie, vous produisez quelque chose de totalement insensé. Le repos n'est certes pas le but de la vie, ce n'est pas le bien suprême, ça n'est pas la fin ultime, car il n'a jamais lieu qu'en vue de l'acte qu'on veut accomplir plus tard. Donc, que nous dit Aristote ici? Il nous dit, le repos, c'est un moyen en vue d'une fin. Vous voulez accomplir un acte plus tard, vous avez besoin de vous reposer. Donc, faites une analogie avec le propos de Kant qu'on a vu tout à l'heure. Être heureux pour être moral, d'accord, mais non pas être moral pour être heureux. Enfin, le but, ça reste le bonheur. Là, c'est la question, quel est le but suprême? Ça n'est pas le repos, mais c'est le fait de... Enfin, on doit se reposer pour être heureux. D'accord? Ce n'est pas le but de la vie, le repos en tant que tel. Donc, il faut cet équilibre. Alors, est-ce que les sages, Aristote nous parle d'Anacharsis, un sage. On peut peut-être ici, là, je vous conseille, d'un point de vue méthodologique, je vous conseille de faire une objection et finalement de considérer que le problème du texte est ici. Alors, je vous rappelle qu'il faut poser un problème en introduction. Vous n'avez pas qu'un seul problème qui s'ouvre à vous, mais disons que là, le problème intéressant, ça serait de se dire, est-ce que le sage n'a pas atteint le repos? Et est-ce qu'il ne nous montre pas que finalement, le but de toute l'existence est de trouver cette paix telle qu'on pourrait l'appeler un repos? Et là, j'ai déjà cité, je vous redonne une citation que j'avais donnée à mes élèves, c'est Ma Ananda Moyi, une sage indienne, Ma, M-A, Ananda, A-N-A-N-D-A, Moyi, M-O-Y-I. Ma Ananda Moyi, elle nous dit, seul celui qui se repose toujours est vraiment capable de repos. C'est-à-dire, soit il n'y a de repos permanent, soit il n'y en a pas. On a parlé de la loi du tout ou rien dimanche soir. Là, c'est un peu la même chose pour elle. C'est-à-dire que soit vous avez atteint ce point de repos permanent et vous êtes dans une telle paix intérieure que tout vous repose, que vous pouvez même plus travailler. Enfin, vous pouvez plus travailler au sens étymologique du terme qui caractérise donc qui se rattache à l'idée du tripalium, de l'instrument de torture. Et donc, tout vous semble être un délicieux repos. Votre âme repose. Elle a une assiette assez solide en elle-même, pour reprendre le propos de Rousseau. Donc, vous voyez, en fait, c'est un texte extrêmement intéressant. Il a l'air tout simple comme ça, mais il est très intéressant parce que c'est vraiment ça la question. C'est, est-ce que être un être humain, ça signifie cette alternance de repos et de travail? Vous pouvez aussi la mettre en rapport avec la question qui a été posée hier. Être heureux, est-ce finalement l'alternance du bonheur et du plaisir, du bonheur et du malheur? Est-ce qu'on peut échapper à ce couple d'opposés? Donc, reposer la question en matière de repos et de travail. Est-ce qu'on peut échapper à ce couple d'opposés repos-travail, ou est-ce qu'on doit concevoir que la sagesse ultime, c'est le repos en soi, le repos permanent en soi, qui s'appelle la paix de l'esprit, ou la paix de l'âme, ou la paix intérieure? Bon, alors vous voyez, donc finalement, vous semblez désobéir à Aristote en faisant ça, mais vous lui obéissez tellement par rapport à cet esprit philosophique qui consiste à questionner toujours et qui consiste effectivement à intégrer des objections dès lors qu'elles sont argumentées. Donc la problématique, ça va être, le repos est-il à comprendre comme alternance avec le travail? Est-il à comprendre comme ce qui précède l'activité? Ou bien doit-on entrevoir le sage comme celui qui se situe en permanence dans une paix intérieure et donc dans un repos permanent? Vous avez compris la question. On peut la formuler autrement, mais la question, elle est là, d'accord? Bon, alors, c'est vraiment une question essentielle, en fait. Et je pense qu'on est vraiment en droit de pas être d'accord avec Aristote en disant, mais finalement, le repos peut apparaître comme le but ultime, la paix de l'âme. Et on revient à cette idée d'ataraxie. Vous connaissez tous l'ataraxie, l'absence de trouble de l'âme, l'absence de douleur physique. Voilà ce que les sages de l'Antiquité expliquaient comme but de l'existence, d'accord? Alors peut-être que c'est le sens que Aristote va donner au bonheur, mais dans ce cas-là, il faudrait distinguer deux types de repos.
Bon, donc le repos n'est certes pas le but de la vie, car il n'a jamais lieu qu'en vue de l'acte qu'on veut accomplir plus tard. La vie heureuse est la vie conforme à la vertu. Là, vous avez beaucoup de choses à dire, puisqu'effectivement, vous avez à dire que c'est pas du tout un propos original. Je vous invite, dans vos explications, à souligner le caractère ou non original du propos. Donc ça n'est pas un propos original, d'accord? Parce que, je vous l'ai dit dans le cours tout à l'heure, c'est ce que l'Antiquité a passé son temps à dire, c'est que vivre bien et vivre selon le bien, c'est la même chose. Hein. Vivre heureux et vivre conformément à la morale, c'est la même chose. La vertu est une excellence, arrêtée, A-R-E-T-E. C'est le mot grec pour dire vertu et excellence. Et dans le même temps, c'est là que se joue, c'est dans ce milieu que se joue le sommet de l'asymptote, c'est-à-dire la réalisation parfaite du bonheur. Donc là, la vertu, c'est la médiété. Là, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à reprendre du cours. Donc d'un point de vue méthodologique, vous voyez comment l'explication de texte se resserre du cours. Donc il faut dire que la vie heureuse est la vie qui permet de réaliser le juste milieu, qui se joue donc dans la médiété, puisque telle est la définition de la vertu chez Aristote. Et dans le même temps, vous pouvez rajouter cette idée. Effectivement, la vertu, c'est le fait de se soucier du bonheur de l'autre. Donc la vie heureuse passera aussi par le bien qu'on fera à autrui, par le sacrifice qui peut être fait. Telle est la question. La vie heureuse est la vie conforme à la vertu. Donc, qu'est-ce qu'être vertueux? C'est être généreux, c'est être courageux, c'est être tempérant, c'est être prudent. Je vous invite également, en termes de méthode, à donner des exemples, d'accord? Et à partir de là, être heureux, ça signifie donc s'engager dans ces expériences, dans ces exercices qui nous conduisent à la vertu, c'est-à-dire tout simplement faire preuve de générosité. Donc finalement, il y a cette idée de tremper sa plume dans l'encrier de la vie. Le bonheur n'est pas un ciel éthéré, un ciel métaphysique, une transcendance pure, mais il se réalise dans l'immanence des choses, puisque la vertu elle-même, qui se confond avec le bonheur, puisque la vertu elle-même est toujours l'exercice de la vertu. Donc je vous invite à être très cohérent et à montrer à chaque fois les implications de ce que vous dites. Vous restez en fait, vous êtes en aise, vous avez l'habitude de cette exigence de la cohérence, gardez-la pour la philosophie. Cette vie est sérieuse et appliquée. Donc la vie vertueuse, elle est sérieuse et appliquée. Alors rappelez-vous à quel point, en effet, la morale ne saurait se passer de la raison. D'accord? L'âme juste chez Platon, c'est l'attelagélé, où le logos, représenté par le cocher, donc la raison, tient les rênes du thumos et de l'épitumia. Je vous rappelle que le thumos, c'est le cheval blanc qui symbolise le courage ou le cœur, et l'épitumia, c'est le cheval noir qui symbolise le désir ou la pulsion, enfin le désir au sens pulsionnel du terme. D'accord? Donc finalement, cette image est là pour vous montrer que la vertu est une vie sérieuse et appliquée, c'est-à-dire une vie raisonnable, une vie où le logos gouverne volonté et appétit. D'accord? Et donc, seul celui qui se maîtrise lui-même est vertueux, d'où l'idée de la tempérance, et celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui maîtrise le monde entier, enfin qui gouverne le monde entier. Voilà, donc cette vie est sérieuse et appliquée, elle ne se compose pas de vains amusements. Vous voyez qu'Aristote est en train ici de construire deux choses opposées. D'un côté, cette vie morale, heureuse, sérieuse, rationnelle, donc allez dans les champs lexicaux, pourquoi pas, et voyez comment ça se construit. Et puis, d'un autre côté, la plaisanterie, l'amusement, le repos. Donc, vous avez des associations qu'il faut que vous retraciez. On est d'accord? Voilà. Ensuite, les choses sérieuses paraissent en général fort au-dessus des plaisanteries et des badinages. Alors, que veut dire au-dessus? Est-ce que ça signifie une transcendance, une hiérarchie, quelque chose de plus important? Bon, ça paraît au-dessus des plaisanteries plus essentielles. Enfin, posez-vous la question, c'est un peu ambigu, au-dessus. À rechercher en premier lieu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, fort au-dessus des plaisanteries et des badinages. Et l'acte de la partie la meilleure de nous, ou de l'homme le meilleur, passe toujours aussi pour l'acte le plus sérieux. Je vous invite ici, en termes de méthode, à faire
si vous voulez, à utiliser ce qu'on appelle des repères. Alors, ouvrez votre manuel de philosophie vers les dernières pages, je ne me rappelle plus des pages exactes, vous avez toute la liste des repères qu'on vous demande de maîtriser. Ce sont des distinctions conceptuelles particulièrement utiles, que ce soit pour construire des problématiques, analyser des textes. Vous avez un repère ici, enfin en tout cas une distinction du même ordre, qui est tout à fait essentielle chez Aristote, hein, en acte, en puissance. Alors, si vous voulez, Aristote, il nous dit, voilà, une chose en acte, ça veut dire une chose parvenue à son plein degré de déploiement. C'est-à-dire, prenez une graine qui est devenue un arbre. Bon, l'arbre, il ne va pas pousser à l'infini. Il y a un moment où il est parvenu au plein degré de son déploiement. C'est aussi le sens des 7 âges de l'homme chez Shakespeare. Pour Shakespeare, il y a 7 âges chez l'être humain et il y a un moment qui symbolise le sommet de la carrière. C'est un juge qui va exceller dans son domaine, mais qui ne va pas tarder à prendre de l'embonpoint. Et finalement, il y a cette idée de l'asymptote qui va finalement décliner. Et vous avez cette idée aussi de cercle, puisque le juge va vieillir et il va redevenir aussi dépendant qu'un tout petit bébé. Il va être très maigre, il va même avoir des habits qui ressembleront au petit enfant. Et vous avez cette idée implicite du cycle de la vie. En tout cas, tout ça pour dire que vous avez on est en train de questionner au-dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, les choses sérieuses apparaissent en général fort au-dessus des plaisanteries et des badinages, et la partie la meilleure de nous ou de l'homme le meilleur part toujours aussi pour l'acte le plus sérieux. Donc, je reviens à mon repère là, en acte, en puissance. Donc, en acte, c'est une chose parvenue au sommet de son déploiement, que ce soit un être humain ou un arbre ou ce que vous voulez. Et puis en puissance, c'est l'idée de la promesse. C'est l'idée, en fait, des virtualités, des potentiels, si vous voulez, comment on pourrait dire encore, des trésors qu'une chose peut receler, mais qu'elle ne déploie pas forcément. Et donc, une graine, c'est un arbre en puissance, c'est-à-dire qu'il y a tout dans la graine pour que l'arbre se déploie dès lors qu'un environnement adéquat, en fait, va apparaître. Donc Aristote a donné beaucoup d'importance à cette distinction. Une chose en puissance, c'est une chose qui n'est pas encore parvenue à son plein degré de déploiement. Par exemple, un enfant, c'est un adulte en puissance. Voilà, il va devenir adulte. Donc c'est pour ça ce mot acte, il n'est pas à comprendre seulement comme action, il est aussi à remettre dans le contexte de la distinction faite par Aristote. Et donc je vous invite à comprendre que il faut que vous soyez une valeur ajoutée. Si vous ne faites que redire le texte comme ça ne sert à rien. Il faut que vous ayez confiance en vous et que vous vous disiez, voilà, moi je vais apporter une analyse qui va représenter une valeur ajoutée. Ben, c'est le cas ici. Donc reprenons la phrase, l'acte de la partie la meilleure de nous ou de l'homme le meilleur passe toujours aussi pour l'acte le plus sérieux. Donc, l'acte de la partie la meilleure de nous, c'est aussi cette idée que dans l'acte, vous allez pouvoir vous réaliser. Vous pouvez finalement faire fusionner ces deux sens de l'acte, à la fois acte au sens d'action et acte au sens de une chose parvenue à son plein degré de réalisation, en disant que c'est grâce à nos actes que nous nous réalisons. Là, vous servez de la doctrine existentialiste, mais c'est une idée intéressante. Alors, soit vous redites, en dépit de l'anachronisme que ça suppose, on peut citer ça, mais en tout cas, il y a cette idée, l'acte de la partie la meilleure de nous, ou de l'homme le meilleur, passe toujours pour l'acte le plus sérieux. Alors, il y a plein de choses à dire de cette phrase, c'est la plus difficile du texte. Je vous invite à surligner les passages les plus difficiles et à vraiment vous battre avec ces passages. Alors, en fait, déjà, il y a des présupposés dans cette partie. Donc, en termes de méthode, je refais un point là-dessus, vous devez isoler des présupposés dans des explications de texte. Alors, ce qui est présupposé, qu'est-ce que c'est? C'est déjà qu'il y a en nous des parties bonnes et d'autres moins bonnes. Il faut cultiver son jardin. Vous vous rappelez la métaphore ici qui est donnée par Voltaire. Il y a des mauvaises herbes dans le jardin et il y a au contraire des plantes magnifiques. Bon, eh bien, l'idée c'est ça, c'est que l'homme est une... Enfin, c'est aussi Pascal qui parlait d'imbécile vers de terre, de cloaque d'incertitude et d'erreur, de juge de toute chose, mais en même temps de gloire de l'univers. Et Pascal, il se demande comment démêler cet embrouillement, que l'homme soit à la fois la gloire et le rebut de l'univers. Il a vraiment, on va dire, un problème existentiel avec ça. Alors, donc, l'acte de la partie la meilleure de nous, ou de l'homme le meilleur, passe toujours aussi pour l'acte le plus sérieux.
Donc l'homme le meilleur, l'homme le plus vertueux. On pourrait là aussi faire une objection à Aristote en disant mais finalement l'homme le meilleur, c'est juste celui qui s'est réalisé. Et à partir de là, il n'y a pas de meilleur ou de pire. Vous avez juste des degrés de réalisation. Et c'est d'ailleurs exactement comme ça que le sage pense. Pour le sage, il y a une égalité absolue. Il y a juste des degrés de réalisation. Mais tout le monde porte en lui le divin et chacun peut le réaliser à chaque instant. Et du coup, on pourrait finalement questionner cette idée du meilleur. Est-ce que ça existe? Est-ce que quelqu'un peut vraiment être meilleur qu'un autre? Peut-être que nul n'est méchant volontairement et peut-être que chacun agit en fonction de ses représentations. Et après, on peut, comme on l'a dit, parler de degré de réalisation. Mais là, c'est la deuxième objection que vous pouvez faire au texte. Vous vous rappelez? Donc, on a fait une première objection tout à l'heure. Là, je vous en propose une deuxième. Je vous ai dit que c'était la partie la plus difficile du texte parce que déjà, elle va générer le plus de questions et parce qu'elle contient le plus de présupposés qu'il faut remettre en question. Donc, les présupposés, vous les isolez et vous les questionnez. Et donc, on questionne à la fois... Alors, est-ce que c'est à questionner le fait que l'homme ait des parties meilleures que d'autres en lui? Ça, je pense pas. C'est pour ça qu'on a dit cultivons notre jardin et reconnaissons la meilleure manière de cultiver son jardin, c'est de reconnaître, d'isoler les mauvaises herbes et d'effectivement les arracher. Ou les considérer comme des belles herbes si vous le voulez. Ça peut aussi être une question de regard. Hein. Qui décrète que telle herbe est une mauvaise herbe? C'est vous. Enfin, je veux dire par là, peut-être que toutes les herbes en fait sont magnifiques. Alors, donc voilà, donc ensuite, ce qu'on remet vraiment en question, c'est quoi? C'est l'idée de l'homme le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le sage doit vraiment être compris comme... Enfin, on l'a dit, le sage peut juste être un homme qui s'est réalisé et qui réalise l'humain. Tous les hommes portent la forme entière de l'humaine condition. Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je vous ai d'abord cité Montaigne ici. Tous les hommes portent la forme entière de l'humaine condition et Terence. Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Voilà, donc ce sont des phrases très fortes, je vous l'ai dit. Hein. Alors, donc l'homme le meilleur passe toujours aussi pour l'acte de la partie la meilleure de nous, ou de l'homme le meilleur passe toujours aussi pour l'acte le plus sérieux. Donc pour Aristote, si vous voulez, la meilleure partie de nous, c'est la gravité, c'est le sérieux, c'est la responsabilité, c'est le sens de la responsabilité. Alex, merci de me sortir de ma folie de solipsiste enfermée dans un blocos imprenable. Donc, il faut cultiver notre jardin. Est-ce que ça ne traitait pas aussi du bonheur collectif? C'est une bonne question. D'abord, je pense que d'abord, ça parle du bonheur individuel. Regarde la poutre qui est en toi et pas la paille chez le voisin. Vous connaissez tous cette phrase biblique. Donc, occupe-toi d'abord de toi. Mais effectivement, j'hésitais à vous donner une autre référence. Vous faites bien de... Je vous dis toujours, vous faites bien d'intervenir, mais c'est... j'hésitais à vous parler de Roméo et Juliette. Voilà, j'en parle tout le temps, mais je pense que c'est bien d'en parler. Bon, Roméo, il est dans le verger de Juliette, c'est le mot orchard en anglais. Et en fait, effectivement, vous comprenez bien que ce jardin, ça symbolise l'intériorité. Juliette, elle croit être seule. Elle se dit, oh là là, Roméo, qu'est-ce qu'il est incroyable. Et en fait, Roméo, il l'entend. Il pénètre à l'insu de Juliette dans ce jardin. Et vous voyez que ce jardin, ça symbolise effectivement peut-être l'âme de Juliette, en fait. En tout cas, son intériorité, son périmètre. Enfin, il y a cette idée que ça symbolise son être. Bon, alors du coup, moi, j'aurais plus tendance à le faire résonner avec l'idée d'individualité, d'intériorité individuelle. Effectivement, on peut rajouter une interprétation, Alex, elle me semble excellente, mais elle intervient peut-être en second lieu. C'est l'idée du bonheur collectif. Cultivons notre jardin, on l'entend à l'aune de ces phrases qu'on vient de faire résonner. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition, Montaigne, et je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger, Terence. Homo sum et humani, nihil a me alienum puto. Et donc, en ce sens, chaque action individuelle
est un visage aussi de l'humanité tout entière. Donc cultivons notre jardin collectivement, agissons comme si nous étions l'humanité tout entière et comprenons qu'il y a un jardin humain qui est en train de sacrément dévaster le jardin terrestre d'ailleurs. Enfin, et donc j'en parlais hier par rapport au coronavirus, mais là, finalement, ce qu'on avait dit, c'était soyons à la fois d'une extrême prudence et d'un extrême calme. Je pense que c'est possible et ça, c'est certainement la meilleure partie de nous. Mais comprenons aussi que là, on ne peut pas agir individuellement en se disant j'ai 18 ans, je suis en pleine santé. On a affaire à des choses complexes parce que chaque être représente une menace puisque vous pouvez être porteur sain dans 50% des cas, comme l'a rappelé le ministre de la Santé, mais dans le même temps, vous pouvez ne pas avoir de symptômes, mais vous pouvez transmettre cela à quelqu'un d'autre. Donc c'est la raison pour laquelle la philosophie ici se trouve à nouveau impliquée, puisque vous avez cette idée, il y a un jardin collectif et vous ne pouvez pas agir comme si vous étiez uniquement un individu. Il faut à certains moments, et finalement, peut-être que ces moments particuliers nous invitent à les penser en fait toujours. Il faut concevoir que lorsque je choisis une action individuelle, en fait, je dessine un visage de l'être humain. Et il faut concevoir qu'on n'est pas des individus isolés. Voilà, on est une seule et unique humanité. Il y a un corps de l'humain avant d'avoir un corps de l'être humain. Et ça, je pense que c'est le comment dire, c'est le mot de la philosophie. Si la philosophie ne devait avoir un seul mot, ce serait celui-là. Avant d'être un être humain, tu es l'humanité. Voilà. Et sans ego, hein. Il n'y a aucun ego là-dedans. Mais c'est vraiment cette idée-là. Et je pense que le coronavirus est une expérience effectivement tragique et extrêmement difficile à vivre à plein d'égards et évidemment surtout pour ceux qui souffrent de symptômes atroces. Mais dans le même temps, c'est aussi une expérience qui nous permet d'expérimenter cela et de dire agissons comme si nous étions l'humanité tout entière. Voilà, c'est de l'existentialisme appliqué. Et que vaut une philosophie si elle n'est pas applicable et appliquée? Enfin, vous avez compris, hein. La connaissance, très bien, mais la sagesse désigne la connaissance appliquée et c'est ça qui compte. Voilà, finalement, un être extrêmement intelligent qui ne peut pas appliquer 3 de ces formules, ça n'a pas d'intérêt, hein. Ça, je pense qu'il faut être assez clair là-dessus. Donc il faut cultiver notre jardin. Merci Alex pour cette très bonne remarque. C'est aussi le jardin de l'humanité tout entière. Donc cultivons notre jardin et réparons les bêtises et aidons notre planète à mieux respirer. Par tout un ensemble d'actes individuels qui à chaque fois pèsent sur la balance. Très bien. Alors, on a bientôt fini. Il nous reste 2 minutes, donc écrivez vos remarques si vous en avez d'autres, mais elles sont vraiment, disons qu'on va dire qu'elles sont, il n'y en a pas 40, mais elles sont de grande qualité. Alors, l'acte du meilleur vaut mieux aussi par cela même et il donne plus de bonheur. Alors, on avait remis en question des choses en disant qu'est-ce que ça veut dire, le meilleur, etc. En tout cas, on s'était dit, pour Aristote, ce qui va être valorisé, c'est le sérieux, la responsabilité. L'acte du meilleur, il y a une grande ambiguïté. Là, votre travail, c'est de souligner ça. Est-ce que c'est l'acte du meilleur de nous, enfin, c'est-à-dire de ce qu'il y a de mieux en nous, ou l'acte du meilleur de l'homme, le meilleur? Donc déjà, souligner que l'ambiguïté, elle n'est pas susceptible forcément d'être résolue. Et l'acte du meilleur vaut mieux aussi par cela même, c'est-à-dire par le fait même qu'il y a ce sérieux, cette solennité, ce sens des responsabilités. Donc ça me semble, ce texte, il résonne, vous remarquez la cohérence aussi au sens où il résonne effectivement avec l'actualité et il donne plus de bonheur. Donc le bonheur, pour résumer, le bonheur va avec la responsabilité, la vertu, le sentiment de ne pas être isolé, mais effectivement de faire du bien à l'autre, de protéger l'autre. Et donc, j'insiste sur l'idée que ce texte n'est pas choisi par hasard et qu'il y a un écho avec ce qu'on vit en ce moment. Donc, qu'est-ce que le bonheur? C'est finalement le souci de soi et le souci de l'autre. Et je vous propose donc de conclure là-dessus. Il est 11h59, il nous reste 1 minute pour des remarques, des suggestions. Donc on a fait 1 heure d'atelier. J'invite les élèves
enfin, je vous invite déjà à réécouter ce cours. C'est pas en une seule fois qu'on apprend ça, donc vous pouvez à partir de là prendre des notes. Enfin, il y a différents types d'écoute. Et puis, j'invite aussi les TS2, enfin TS1, TS2, effectivement, à bien suivre l'ensemble des cours qui sont postés. Et les TS3, les TS4 et les TS6, vous êtes effectivement invités à suivre aussi ce cours-là. Voilà, merci de votre attention. Il est midi. Bon appétit. Et puis, trempons nos plumes dans l'encrier de la vie et réalisons une philosophie sage et qui ne soit pas simplement de l'ordre de la connaissance. Voilà, merci d'avoir été ensemble ce matin. Bon appétit, Thomas. Merci, Alex. Merci, merci, merci. À bientôt. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 11h, d'accord? De 11h à midi. Et préparez des questions si vous en avez. Si vous avez déjà traité les sujets de dissertation, on pourra reprendre ça. Je vous fournis des documents sur la partie polycopiée du cours. Je vous invite à faire des résumés pour vous entre vous. Enfin, c'est collectif ce qu'on fait là, hein, j'insiste là-dessus, mais voilà, chacun joue un rôle particulier. Il y en a qui enregistrent, il y en a qui font un énorme travail de restructuration, de structuration de Discord, etc. Moi, je vous fais court. Bon, c'est vraiment, c'est un ensemble en fait. C'est ça aussi qui est intéressant. Voilà. Alors, à demain, 11h. Et j'attends en particulier les TS2 demain. Et enfin, voilà, je me répète, mais voilà. Bon appétit. À bientôt. Au revoir.